Les guerres transforment les sociétés et le foncier en fait évidemment partie. Alors comment les guerres transforment les sociétés? Les guerres peuvent générer de la misère évidemment, elles peuvent aussi générer de la richesse, des opportunités d'enrichissement pour une partie de la population. Les guerres transforment également les institutions. Elles peuvent notamment les affaiblir très durablement, mais peuvent aussi donner lieu à la création de nouvelles institutions. On va donc voir dans cette vidéo la façon dont les conflits violents transforment les termes dans lesquels le foncier est administré, géré et dont les conflits fonciers se déroulent. La violence armée crée des nouveaux conflits fonciers de deux façons particulières. La première et la plus évidente, c'est le déplacement forcé de population. Lorsque l'action d'un groupe armé ou des combats provoquent le déplacement d'une partie de la population. Ce phénomène peut s'accompagner de conflits fonciers lorsque, par exemple, des personnes arrivent et profitent de cette situation de déplacement forcé pour s'accaparer, pour occuper, voire pour acheter les terres de ceux qui se sont déplacés. Dans ces cas-là, on parle de seconds occupants, c'est-à-dire ceux qui viennent occuper les terres des déplacés. Cette situation peut évidemment donner lieu à des conflits violents, notamment lorsque les déplacés cherchent à revenir sur leurs terres. C'est quelque chose qu'on a souvent vu et qui a joué un rôle important dans les violences à l'est de la République démocratique du Congo, où la volonté de certains déplacés de revenir sur les terres qu'ils exploitaient des mois ou des années auparavant a rencontré l'opposition des populations qui étaient restées, qui parfois sont même allées jusqu'à s'organiser en milices pour rejeter le retour de ces populations déplacées. La deuxième façon dont la guerre crée les conditions de nouveaux conflits fonciers, c'est par ce qu'on appelle le clientélisme armé. C'est-à-dire lorsque un groupe armé cherche à créer un lien particulièrement fort avec un groupe social par exemple qu'il va affirmer représenter. C'est ce qu'on a vu par exemple au Soudan du Sud lorsque le SPLM-A, le groupe armé qui a défendu notamment la cause de l'indépendance de ce nouveau pays, a créé un lien particulièrement fort avec l'ethnie des Dinka, et donc qui font la majorité de ces combattants, et donc ont pris systématiquement fait et cause pour les intérêts des Dinka lorsque ceux-ci étaient opposés à d'autres groupes sociaux dans le cadre de conflits fonciers dans leur zone d'origine ou dans les zones dans lesquelles ils s'étaient installés. Pourquoi ce clientélisme armé est un facteur de violence supplémentaire? Parce que, par exemple, si le groupe armé, à un moment donné, doit se retirer, les personnes, le groupe social qui a été favorisé par ce groupe peut faire l'objet de violences de la part d'autres groupes qui s'en tiraient lésés et qui voudraient se venger tout simplement. Et aussi, le clientélisme armé crée les conditions pour un soutien extrêmement fort à l'égard de certains groupes, puisque les gens qui ont été favorisés par ces groupes armés risquent gros si jamais le groupe si jamais il souffre une déroute militaire. Donc ils vont le soutenir et ils vont constituer aussi une source de nouvelles recrues. La violence armée peut affaiblir les institutions de façon extrêmement forte. Ainsi, par exemple, le déplacement forcé de population crée la désarticulation des formes existantes d'autorité. Par exemple, si on pense aux autorités des chefs de village, qui est une figure extrêmement importante dans beaucoup de contextes agraires, le déplacement de tout un village va faire perdre au chef toute autorité. Lorsque la population va peut-être revenir sur leur terre, ce chef n'aura peut-être pas la possibilité d'affirmer son autorité de nouveau. Ce déplacement va aussi donner un sens de liberté à certaines catégories dominées de la population, comme par exemple les jeunes, qui vont avoir du mal à accepter l'autorité des aînés une fois revenus sur leur terre. Les conditions de l'aide humanitaire peuvent aussi aller dans ce même sens. Quelque chose qu'on a observé dans beaucoup de pays, par exemple en Ouganda ou au Sierra Leone, est le fait que les femmes qui constituent des cibles privilégiées de l'aide humanitaire, les ONG
considèrent que passer par les femmes est un levier d'efficacité de l'aide humanitaire, les femmes, elles vont avoir beaucoup de mal à accepter, une fois revenues dans leur village d'origine, si le déplacement prend fin, de reprendre un rôle de genre dominé, puisque pendant la période du déplacement, elles ont par exemple eu accès à de l'argent ou à la possibilité d'avoir des activités économiques qu'elles n'avaient pas dans leur village d'origine. Une autre façon dont la violence affaiblit les autorités, c'est en créant ce qu'on appelle du pluralisme institutionnel. Du pluralisme institutionnel, ça veut dire une situation dans laquelle plusieurs institutions rivales ou en parallèle sont présentes pour gérer un même conflit social. Les guerres sont des moments de création de ce pluralisme institutionnel. Par exemple, dans une situation de rivalité entre plusieurs factions armées, chaque faction armée va avoir tendance à soutenir une institution au sein du village. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, on s'est parfois retrouvé ainsi pendant le conflit de 2002 à 2011, dans des villages où il y avait un chef du village qui était soutenu par les forces gouvernementales, un chef du village qui était soutenu par les forces rebelles, et même parfois un chef du village qui était soutenu par les ONG humanitaires. On a donc pu avoir certains villages dans lesquels il y avait 3 chefs différents. Cette situation de pluralisme institutionnel affaiblit la légitimité des institutions et conduit à une situation dans laquelle les gens vont avoir tendance à aller vers l'institution dont ils pensent qu'elle est plus favorable à leurs intérêts. Ça affaiblit aussi la possibilité du coup de trouver dans une institution un arbitre efficace au conflit. La violence favorise l'accaparement de terres en créant les conditions de l'alliance entre des factions armées et certains groupes sociaux qui vont en profiter pour s'accaparer les terres des déplacés ou les terres rendues disponibles par les conflits ou par les conditions de sa résolution. Pensons par exemple au cas du Darfour, qui est très explicite puisque l'État soudanais a utilisé la promesse d'accaparement de terres comme un argument de recrutement pour les milices que l'on appelle les Janjaweed. Ce que faisait l'État soudanais, en l'occurrence, c'était de promettre aux chefs miliciens qu'ils pourraient tout simplement s'accaparer les terres des déplacés et les utiliser pour placer leurs hommes. C'est ce qui a permis à ces chefs miliciens, par exemple, d'avoir un recrutement très large, non seulement d'hommes soudanais, mais aussi de recruter au Niger, au Tchad ou même au Burkina Faso, en leur promettant justement la possibilité d'avoir des terres au Darfour, les terres rendues disponibles par le déplacement forcé de population. Ça a aussi donné lieu à des marchés fonciers, puisque ces terres-là n'étaient pas forcément pour installer les miliciens ou leurs familles, c'était aussi pour les revendre et ainsi générer un flux d'argent. Une autre façon dont les conflits armés peuvent générer des formes d'accaparement, c'est par la façon dont se passe la sortie de conflit. Des pays qui sont en situation de ce qu'on appelle de post-conflit sont souvent des pays dans lesquels l'État est exsangue, dans lesquels le gouvernement cherche à avoir des nouveaux revenus, ce qui peut notamment constituer un facteur pour l'ouverture de l'économie et quelque chose qui peut conduire les élites gouvernementales à octroyer des concessions agro-industrielles ou des concessions minières par exemple. C'est ce qu'on a observé au Mozambique au lendemain de la guerre où le gouvernement mozambicain a privatisé les anciennes fermes d'État, mais il ne les a pas privatisées au profit des paysans qui souvent travaillaient dans ces fermes, mais plutôt au profit d'investisseurs, beaucoup d'entre eux très bien connectés évidemment au sein du régime politique. Et cela n'a pas été uniquement au détriment des intérêts des paysans, ça s'est fait aussi au détriment de la souveraineté alimentaire du pays, puisque bien souvent, ces firmes agro-industrielles qui ont occupé ces terres n'avaient pas pour but de produire des aliments, mais plutôt de produire des cultures de rente, comme par exemple le coton, voire tout simplement d'utiliser ces terres à des fins spéculatives.
Enfin, une façon dont le conflit armé peut produire des opportunités d'accaparement, c'est aussi par la conservation. Par exemple, au Libéria, en 2003, donc au moment où se terminait le conflit armé, on a créé un nouveau parc, on a étendu, on a créé une extension du parc naturel de Sapo, du parc national de Sapo, profitant en quelque sorte des conditions de l'époque où une partie de la population avait été déplacée. Lorsque les personnes sont revenues sur leurs terres, elles ne reconnaissaient pas les nouvelles limites du parc national, ce qui crée encore aujourd'hui une contestation très forte dans cette région du sud du pays. On peut dire que les guerres civiles créent les conditions de nouveaux conflits fonciers, notamment par l'affaiblissement des institutions, mais aussi parce qu'elles donnent la capacité à certains acteurs à l'intérieur de la société de s'accaparer les profits de la guerre. Mais aussi, ces acteurs vont pouvoir s'accaparer les profits de la paix, c'est-à-dire les profits des politiques qui sont mises en place dans des contextes de sortie de conflit. C'est quelque chose que l'on observe d'ailleurs au-delà des conflits fonciers, dans beaucoup de contextes d'intervention humanitaire ou de maintien de la paix, où la paix est une bonne affaire pour certains groupes sociaux, mais pas nécessairement pour tous.